Je ne pensais pas vouloir faire de la physique. Elle s'est révélée à moi. Ça a été un choix très ancien et très rapide, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans la médecine, c'était ce qui se passait dans le cerveau, c'est-à-dire ce qui faisait que des êtres humains étaient des êtres humains. Je vais dire, mais j'en suis convaincu, comme tout bon témoin, que dès la 4e, je voulais faire de l'histoire, qu'éventuellement je savais que je ferais de la recherche en histoire. En tout cas, assez rapidement après la 4e, je me suis convaincu que dès la 4e, je voulais faire de l'histoire. Il était une fois 3 frères qui, depuis leur plus jeune âge, n'avaient qu'un seul projet, une seule passion, changer le monde. Pour changer le monde, ils décidèrent de le comprendre. Alors, ils devinrent chercheurs scientifiques. Roby, l'aîné de la famille, est aujourd'hui physicien-théoricien. Tout son travail consiste à percer les secrets de la structure et de l'organisation intime de la matière. Il participe à de nombreuses collaborations scientifiques, organise des conférences et des séminaires, forme des étudiants et voyage beaucoup. Marc, le cadet, dirige un laboratoire de neurobiologie. Il est spécialiste de la reconstruction du cerveau humain. Il est aussi écrivain, journaliste, traducteur. S'occupe activement d'administration scientifique, de formation et de bien d'autres choses encore. Denis est le plus jeune des 3 frères. Il est historien du temps présent et s'intéresse plus particulièrement à l'histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre autres nombreuses activités, il est directeur d'une collection d'ouvrages scientifiques, responsable d'un réseau de chercheurs, conseiller historique. C'est dans leur laboratoire, au CNRS, à l'INSERM, au CEA, que tous 3 s'isolent du reste du monde pour mieux l'appréhender. Là où s'élabore le savoir de ceux qui sont si instruits de leur domaine qu'ils l'explorent au-delà des limites du connu. Moi, je suis comme les autres chercheurs, c'est-à-dire que par goût et par nécessité, je me suis attaqué, je suis intéressé par des domaines frontières. Il y a beaucoup de domaines frontières. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'infiniment grand. C'est une frontière de notre connaissance. Et puis, il y en a d'autres. Bon, alors, on suppose qu'on a, attendez que je ne me trompe pas, un dipôle, donc Q bar, qui émet et donc avec une radiation de gluons. C'est le modèle de dipôle de Muller. Comme il y a l'infiniment grand, il y a l'infiniment petit. Et donc, quelle est cette frontière actuellement? Eh bien, cette frontière, elle est au-delà de la molécule, au-delà de l'atome lui-même, qui est composé d'électrons et d'un noyau. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Depuis 20 ans, on sait que ce proton et ce neutron est lui-même composé d'autres particules, encore plus petites en quelque sorte, qu'on appelle quarks et gluons. Et il va y avoir un premier terme qui va dériver de ta fonction θ. La frontière actuelle dans ce domaine, c'est que sont les quarks et les gluons, ou plus exactement, comment ils interagissent les uns avec les autres. Et il y a une autre frontière, c'est presque le problème, la frontière inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il y a une grande collection d'objets qui interagissent entre eux. Parce qu'on peut raisonner complètement à l'envers. Partons des quarks et des gluons, pourquoi s'arrange-t-il en termes d'une particule complexe qui est le proton? Pourquoi les protons et les neutrons forment le noyau? Pourquoi le noyau avec les électrons forme l'atome? Et ainsi de suite. Donc dans la même mesure où une frontière s'ouvre sous nos pas, je dirais, en regardant de plus en plus en détail, avec finesse dans la matière, autant rejaillit l'autre problème qui est de comprendre justement comment ces composantes s'organisent entre elles. Pourquoi elles s'organisent d'abord? Pourquoi c'est pas complètement chaotique? Ou pourquoi il y a toujours un mélange de chaos et d'organisation? Dans la version différentielle de cette équation, on peut englober ce terme-là. Ce terme-là qui est un terme dit de Soudakov, qui en gros définit la probabilité d'avoir pas de...
pas mal. C'est quoi? Mes premières années ont été dans la recherche des années de travail sur la douleur. Et puis, un tout petit peu par hasard, à un moment donné, j'ai mis un étudiant sur un projet, c'est-à-dire qu'on avait détruit chez les animaux une petite région du cerveau pour voir comment les messages douloureux passaient. Et donc, je lui ai donné ces animaux en lui demandant de regarder si les neurones qui envoyaient des projections vers la zone qu'on avait détruite étaient toujours présents et comment ils s'étaient comportés face à cette destruction. Puis je l'ai laissé faire. Donc je lui avais donné la technique, je lui avais donné les animaux, et puis 2 mois après, il est revenu en me disant je vois pas grand-chose, il y a des grosses taches noires, je sais pas exactement ce que ça représente. Je suis allé regarder sur le microscope et je suis tombé sur quelque chose qui m'a fasciné. C'était une modification de la morphologie des projections de ces neurones qui avaient été privés des cibles et qui réagissaient à cette privation de cibles en réorganisant leur arborisation. Et donc, mon idée tout de suite, ça a été qu'on était face à quelque chose qui tentait de régénérer dans le cerveau adulte. Alors, spontanément, ça ne marche pas. C'est-à-dire que spontanément, la perte de neurones ne peut pas être compensée, au-delà d'un certain seuil, par une régénération dans le système nerveux central. Mais si on intervient à ce moment-là, en ajoutant par exemple des cellules nerveuses que font les transplantations, eh bien on peut effectivement promouvoir cette régénération et donc récupérer un certain nombre de fonctions. Et puis on s'est heurté à des problèmes pour lesquels nous avions besoin des techniques de biologie moléculaire ou de génétique moléculaire. Et à ce moment-là, on a construit un secteur de biologie moléculaire et à partir de là, on a pu aussi développer la thérapie génique. Alors, la thérapie génique, c'est de façon vraiment très très générale le fait d'utiliser les gènes comme un médicament. Donc, ce qu'on essaye, nous, ici, c'est d'utiliser des virus qui sont trafiqués, qui sont incapables d'abîmer les cellules maintenant, pour introduire dans le cerveau, c'est-à-dire dans les neurones, dans les cellules gliales, des gènes qui vont avoir un effet, qui vont produire des substances qui vont avoir un effet protecteur sur les neurones. Je ferme la porte, mais... J'ai été amené à travailler dans un premier temps sur le communisme. M'intéressant à la période de la guerre, j'ai été amené à tomber sur des archives de répression anticommuniste. Partant de là, de la répression anticommuniste, je me suis intéressé aux acteurs de la répression, donc à la police, à l'État, donc à Vichy, et je suis devenu historien de Vichy. Il est clair que dans un premier temps, cette histoire était portée en majorité par des chercheurs étrangers. Nous sommes quelques-uns actuellement à essayer de mieux comprendre l'État français, son mode de fonctionnement, le degré d'emprise de l'État sur la société, le degré d'autonomie de la société par rapport à l'État, de rénover les recherches françaises dans le domaine de l'histoire de Vichy. Quand il est en pleine recherche, chaque jour ou presque, Denis consulte des archives.
pas de loi en histoire. Il n'y a pas de grandes règles auxquelles se raccrocher, sinon des règles de méthode. L'histoire, c'est d'abord une pratique. On commence par avoir une idée, on va avoir un document. À partir des documents, on est amené à réfléchir différemment sur le sujet qu'on avait posé à l'origine, à affiner la problématique, éventuellement s'apercevoir qu'on s'est trompé sur tel ou tel point, changer les hypothèses de travail, en avancer de nouvelles. Ces nouvelles hypothèses, on va les confronter à nouveau aux documents, et ainsi de suite. Que ce soit des documents écrits ou bien des témoignages oraux, bien sûr. Ça peut être l'image comme source d'histoire, ça peut être l'écrit, ça peut être un rapport de préfet, ça peut être un journal intime, ça peut être un roman. La vérité, c'est l'objectif, mais plutôt que de vérité, c'est une lecture vraie, une des lectures vraies de l'histoire. Parce qu'à un moment donné, on a une lecture des événements qui correspond, pour l'essentiel, à une période. Dans une période donnée, la période dans laquelle se trouve l'historien est déterminante pour comprendre comment l'historien va lire une période. Et puis 20 ans plus tard, il va reprendre les mêmes documents, souvent, et il va dire autre chose sur ces documents. C'est ça qui est passionnant. Et ça sera tout aussi vrai. Tous les lundis, en fin de matinée, Marc réunit l'ensemble des chercheurs de son laboratoire autour de lui. Il faut que je fasse de façon sûre la séquence NGF-CNTF. Et pour élaborer des hypothèses de travail à partir d'un phénomène, eh bien, il faut une connaissance très étendue de domaines voisins de celui dans lequel on travaille, parce qu'on ne peut pas avoir des connaissances sur des domaines extrêmement éloignés, mais parfois ça aide aussi. Donc des connaissances très étendues pour voir l'originalité du phénomène auquel on assiste. Il y a Créteil, et on doit en oublier. L'Institut Curie, c'est un peu notre chance, c'est du cancer, ça fait beaucoup de cancer. Ça fait beaucoup de cancer. Je crois que l'originalité, elle est dans le tissu, le choix du tissu. Oui. Le système musculaire et le système nerveux. On peut déceler des choses qui n'ont pas été décrites, je dirais presque quotidiennement, dans toutes nos coupes, toutes nos expériences. Il y a toujours des choses qui paraissent amusantes, comme ça. Bon, mais c'est du banal. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout immédiatement le sentiment que ça peut avoir une certaine importance. Et l'imaginaire ne fonctionne pas. Et de temps en temps, on a un choc qui fait que immédiatement on intègre un phénomène en se disant ça peut être génial. Parce que, si c'était ça, et on commence à rêver. Et c'est dans le rêve qu'en fait, on va commencer à créer l'intérêt pour le fait, et donc développer un certain axe de recherche pour arriver à valider les hypothèses qu'on va construire à partir de là. Chaque midi, après déjeuner, les collègues de Roby se retrouvent ensemble pour boire un café. L'expérience montre qu'il y a d'abord une phase où l'intuition joue un grand rôle, même le hasard, où une idée se déclenche pour des raisons même parfois totalement irrationnelles ou pas prévues à l'avance. Il y a toujours une phase comme ça, plus ou moins longue, où une idée germe. Alors après, pour le physicien théoricien, il y a une phase importante qui est la formulation mathématique de son idée. Il faut se jeter à l'eau
donner un aspect, je dirais, quantitatif à l'idée souvent qualitative qu'on peut avoir d'un phénomène. Parce que ça, c'est une réalité. La nature parle le langage des mathématiques. La nature nous pose des questions, mais elles sont en général pas bien posées. Parce que nous ne savons pas les poser. Des choses nous surprennent. Ce n'est pas le fait que ça soit un problème bien posé et que ce qui nous manque, c'est la solution. Pour moi, bien souvent, et même très généralement, c'est plutôt qu'un problème, on ne sait pas encore le poser. La frontière, c'est de savoir poser un problème. Sortir en quelque sorte le problème de sa gangue. Sigma at over dx dr square is equal to sigma total 1 over x r square times exponential of alpha p minus 1 sur la France des années noires. Nous insistons régulièrement sur la... Dès qu'ils ont compris un phénomène, obtenu un résultat, résolu un problème, Roby, Denis et Marc écrivent pour mieux comprendre, pour être mieux compris et pour être entendu. Quantitative feature in which a IQ square, QQ bar or onion state looks like a collection of colored dipoles of various sizes has been developed by Müller. Et quand ils le jugent nécessaire, les trois frères sortent de leur laboratoire. Culture Matin. Aujourd'hui, le thème, ce sera les tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale en France avec Denis Péchanski. Denis vient s'exprimer sur ce qu'il découvre à la radio. Votre livre, de manière significative, Denis Péchanski, traite du sort des tziganes dans la France de la Seconde Guerre, mais c'est à partir de 1939 que vous étudiez leur sort. Oui, oui, car l'une des conclusions à laquelle je ne m'attendais pas personnellement, je n'étais pas parti dans cet esprit-là, à laquelle donc je suis arrivé, c'est la continuité des mesures qui ont été prises. À partir du moment où l'on se dit qu'on ne peut pas dire ça, dont on sait que c'est vrai, parce que la société n'est pas prête à entendre, ou parce que tel groupe n'est pas prêt à entendre, ou parce que ça risque d'être mal interprété, alors là on est piégé. Alors que je m'attendais a priori que la répression, la persécution des tziganes s'inscrivent dans une logique d'exclusion qui était consubstantielle du régime de Vichy. Jusqu'à présent, les chiffres qui étaient reconnus par les historiens les plus réputés étaient de 25 à 30 000 internés pour les tziganes de France, 20 000 déportés, 18 000 morts. Je suis arrivé à la conclusion qu'entre 1940 et 1946, ouverture et fermeture des camps, 3 000 nomades tziganes ont été internés, une semaine jusqu'à plusieurs années, et pour beaucoup ça a été plusieurs années, mais il n'y a pratiquement pas eu de déportation. Je le voyais, si ce n'est que l'enjeu était d'importance, un enjeu de mémoire, puisque la guerre était conçue par la communauté tzigane comme un élément essentiel de la reconstruction identitaire. La mise au point n'était pas simple à faire en la matière. Alors la mise au point... Ce que j'aimerais bien faire comprendre à la communauté tzigane, si à un moment donné la parole passe, c'est qu'on ne construit pas une mémoire sur une contre-vérité. Ils ont suffisamment souffert, c'est pas la peine d'en rajouter. Et si on fonde une mémoire sur une contre-vérité, sur une inexactitude, on va nécessairement à la catastrophe, très rapidement. Et alors là, on fournit des armes aux négationnistes. Depuis un an, Roby se rend à Hambourg en Allemagne, où pour traquer l'infiniment petit, les physiciens expérimentateurs ont construit une sorte d'énorme microscope, un accélérateur de particules. Il y a des grands problèmes qui restent incompris. En particulier, il y a un problème assez étrange, ça s'appelle le problème du confinement. Les gluons sont loin d'être des gluons quasi-physiques. C'est-à-dire qu'ils ont une polarisation longitudinale. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que ces mêmes objets
qui se sont révélés dans les derniers, depuis les années 60-70, c'est quark et c'est gluon. Donc le quark, c'est les briques élémentaires de la matière. Le gluon, on le comprend bien un peu par le terme, c'est ce qui les colle. C'est aussi une particule. Bien, ces objets-là, on n'en a qu'une évidence indirecte. C'est-à-dire qu'on les met en évidence quand on regarde à très courte distance à l'intérieur du proton, mais on ne les voit pas sortir d'une certaine manière. On ne peut pas les produire. Les objets extérieurs ne sont pas les mêmes que les objets intérieurs. Et ça, je crois qu'il n'existe pas encore de compréhension théorique de ce phénomène. L'électron arrive ici, le proton arrive là. Donc, ce qui s'est produit, c'est que les premiers résultats de cet accélérateur ont révélé un phénomène expérimental qui a surpris, et donc ça pousse les théoriciens un peu à développer, à affiner leurs outils, et en définitive, peut-être par cette voie, à aborder le problème dont j'ai dit que lui n'était pas encore accessible, qui est ce fameux problème du confinement. Si on demandait aux chercheurs de dire « trouvez-moi quelque chose », je pense qu'on se couperait de la possibilité effectivement de le trouver. Parce que la caractéristique de la recherche, c'est de trouver quelque chose qu'on ne sait pas avant. Donc il faut qu'il y ait une partie, je ne dis pas tous les chercheurs, mais une bonne partie des chercheurs à qui on ne donne pas a priori de but d'application, justement pour la bonne raison qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait le souci que les découvertes fondamentales ou les découvertes technologiques associées à la recherche fondamentale puissent trouver une application rapide quand elles peuvent être utiles à la société. Dans une maladie comme la maladie de Parkinson, tous les neurones qui produisent de la dopamine ne dégénèrent pas en même temps. Ils dégénèrent très très progressivement au cours du temps. La maladie apparaît lorsque 8 sur 10 des neurones ont dégénéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'il y en a 3 sur 10, 4 sur 10 qui continuent à exister, eh bien, ils vont essayer et réussir à compenser la perte de leurs voisins. Bien. Ensuite, on atteint un seuil et on passe à 2 sur 10 et à ce moment-là, la maladie apparaît. Eh bien, si on introduit des neurones dans le cas des greffes intracérébrales, eh bien, on a la possibilité de reconstruire véritablement des circuits. 5 fois déjà, Marc a préparé des neurones utilisés par les neurochirurgiens de l'hôpital Henri Mondor, qui travaillent en collaboration avec son laboratoire. On a réalisé des greffes intracérébrales de neurones producteurs de dopamine dans le cerveau des malades parkinsoniens. On a obtenu des résultats cliniques positifs. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils sont suffisamment positifs pour qu'on puisse essayer d'améliorer encore ces techniques et éventuellement limiter les dégâts fonctionnels, en tout cas de la maladie. Alors, est-ce que ça sera applicable à beaucoup de maladies ou à quelques maladies? Bon, ça reste à définir. Et je ne veux surtout pas prétendre que ça puisse servir à tout, mais ça reste une perspective tout à fait enthousiasmante. La thérapie génique vise un tout autre but. Il s'agit de modifier des cellules existantes, pas des cellules qu'on a perdues et qu'on remplace. De ce point de vue-là, ça veut dire préserver ce qu'il est encore, ou bien essayer de compenser avec les cellules qui sont encore présentes ce qui a été perdu. Donc finalement, la thérapeutique du XXIe siècle, ça sera peut-être la combinaison des deux, c'est-à-dire l'apport de cellules pour se substituer aux cellules manquantes, et puis l'apport de substances par thérapie génique pour éviter que les cellules qui pouvaient éventuellement dégénérer dans le cours de la maladie dégénèrent. Il était une fois 3 frères qui n'avaient qu'un seul projet, une seule passion, changer le monde. Le Benjamin voulait que l'homme connaisse son passé pour mieux saisir le présent. Déjà, je te passe la parole pour 40 à 45 minutes. Les productions de mémoire de 40 à 45. De moléculaire à moléculaire de granulal cell et de cérébellum. De kénicelle. Le cadet voulait que cesse la souffrance et la maladie. L'aîné voulait comprendre les lois de l'univers pour que nous parvenions à y construire notre bonheur. Pour transformer le monde, ils décidèrent de s'engager et d'appartenir à une communauté animée d'un même mouvement et d'un même but. Le progrès par la connaissance,
et le combat contre l'ignorance. Tu te dis qu'ultra-asymptotiquement tu devrais, mais où est pas? Alors, ils sont devenus chercheurs scientifiques.